Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au SIBO. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'alimentation. On va voir comment, qu'est-ce qu'on mange concrètement quand on a le SIBO. Et tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça peut s'appliquer évidemment à des exceptions et des variations près, à tous les autres troubles digestifs. Le principe est exactement le même. Qu'on ait l'intestin irritable, qu'on ait une hypochloridrie, qu'on ait une candidose, enfin, le principe est le même, on va pouvoir le réutiliser. Évidemment, ça ne va pas donner les mêmes résultats selon les problématiques qu'on a, ça ne va pas donner les mêmes résultats selon les personnes. On va voir vraiment dans cette vidéo comment individualiser ton alimentation parce que tu es différent de ton voisin, tu ne vas pas avoir besoin de la même alimentation. C'est pour ça que je trouve ça absolument ridicule de faire des régimes SIBO, des régimes sans FODMAP, des régimes carnivores, parce que tout simplement ça ne peut pas fonctionner. On est tous différents, donc il faut une alimentation qui soit individualisée. Oui, il y a des racines communes, des dénominateurs communs qu'on va pouvoir réutiliser, mais au final, ce qu'il va y avoir dans ton assiette, ça ne va pas être pareil que ce qu'il y a dans l'assiette des autres. Ok? Donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Alimentation SIBO, par où on commence? Alors, quelques éléments avant de démarrer. Premier élément important à comprendre. Les nutriments de notre alimentation sont les éléments de guérison. Le corps, il ne se répare pas par l'action du Saint-Esprit, il a besoin d'éléments. Il a besoin de vitamines, de minéraux, d'énergie, de protéines, de glucides, de lipides pour le faire. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Ce premier point, on va pouvoir en tirer une autre remarque qui est le paradoxe des problèmes digestifs, c'est que aujourd'hui tu as une digestion qui est faible. Tu as peut-être un manque d'acidité dans l'estomac, tu as peut-être une faiblesse pancréatique, une barrière intestinale, un microbiote qui ne fonctionne pas bien. Donc aujourd'hui ta digestion elle est affaiblie. Mais le paradoxe c'est que tu as besoin de nutriments, tu as besoin de manger pour te réparer. Et c'est ça qui est compliqué dans les troubles digestifs, c'est que d'un côté on n'est pas capable de digérer, ou alors on a une digestion qui est faible, mais de l'autre côté, on a besoin des nutriments de l'alimentation pour se réparer. On a besoin de nutriments pour retrouver une bonne acidité au niveau de l'estomac. On a besoin de nutriments pour retrouver une bonne barrière intestinale, pour avoir un bon microbiote, un bon fonctionnement du foie, une bonne circulation de la bile. Voilà. C'est pour ça que les troubles digestifs, c'est pas quelque chose qui se résout du jour au lendemain. Parce qu'on est sur une balance où les choses bougent petit à petit. Au fur et à mesure qu'on arrive à mieux manger, on accumule de plus en plus de nutriments, on a une digestion qui se renforce et ça se nourrit. L'important, quand on cherche à résoudre des troubles digestifs, il faut rentrer dans un cycle vertueux. Et des fois, il y a plusieurs choses à faire en même temps, on va le voir tout à la fin de cette vidéo. Mais il faut comprendre ça. Aujourd'hui, tu as une digestion qui est affaiblie, mais tu as besoin de manger pour, entre guillemets, guérir. Troisième point, la nature est parfaite. Les nutriments dans les aliments sont 100 fois, 1000 fois, infiniment supérieurs à ceux qu'on va trouver dans les compléments. Cela ne veut pas dire que tous les compléments sont inutiles. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais utiliser de compléments. Cela veut dire qu'un complément ne remplacera jamais l'aliment. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que parce qu'on va prendre des compléments, ouais, ça y est, je prends mon complément de zinc, j'ai plus besoin de me soucier du zinc dans mon alimentation. Non, non, non. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Les nutriments dans les aliments, c'est ce qu'il faut viser en premier. Et les compléments, comme son nom l'indique, c'est pour compléter. Dernier élément avant de commencer, tout ce que je vais présenter dans cette vidéo, ce sont des choses faciles à faire. Mais, comme dirait Jim Rohn, c'est facile à faire, mais c'est aussi facile à ne pas faire. Moi, je te donne tout dans cette vidéo. La difficulté, c'est pas les choses prises séparément. La difficulté, c'est de les faire. C'est de les faire ensemble. Je rappelle que j'ai fait une vidéo complète de 1 heure sur le SIBO. Si tu ne l'as pas déjà vue, je vais te mettre le lien en description de cette vidéo. Regarde cette vidéo avant de visionner celle-là. Donc alimentation, par où commencer? L'alimentation du SIBO, c'est parti. Premier élément important, la maintenance calorique. Comme son nom l'indique, la maintenance calorique, c'est l'énergie dont tu as besoin pour maintenir ton poids. Donc une question toute simple que je t'invite à te poser, c'est est-ce que je comble mes besoins aujourd'hui à l'heure actuelle?
Est-ce que j'apporte assez d'énergie? Est-ce que j'apporte assez de micronutriments? On va prendre une analogie pour illustrer ça. Imagine que pour vivre, tu as besoin, je dis une bêtise, de 1500 euros pour payer ton loyer, tes factures, ta nourriture, les charges, etc. Tu as besoin de 1500 euros. Si je te donne 1500 euros, tout va bien, tu vas être à l'équilibre. Par contre, si tu as besoin de 1500 euros pour vivre et que tu as déjà des dettes, c'est pas de 1500 euros dont tu as besoin, c'est de plus. Parce que tu vas avoir besoin tous les mois d'avoir un surplus d'argent pour pouvoir rembourser tes dettes. Dans le SIBO, d'accord, dis-toi bien une chose, une personne qui a un SIBO, qui développe un SIBO, c'est une personne qui est obligatoirement en carence nutritionnelle. C'est obligatoire. Si tu as un SIBO, ça veut dire que soit tu as un problème au niveau de l'estomac, donc tu as un manque d'acidité gastrique, donc tu as un manque de zinc, tu as un manque de B1, tu as un manque de potassium, ou alors tu as un problème au niveau de la barre intestinale, tu as un manque de glutamine, tu as un manque de butyrate, tu as un manque de protéines, tu as un manque de micronutriments, ou alors tu as une dysbiose. Quelle que soit la cause ou les causes, parce que des fois il y en a plusieurs, le SIBO peut très bien être causé par un problème de foie, une bile qui ne circule pas bien, qui va causer petit à petit de la constipation. Ça peut venir d'une hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, c'est par définition un épuisement, donc une carence nutritionnelle. Quelle que soit la cause ou les causes qui ont causé ton SIBO, il y a à la racine de ce problème un manque de nutriments. Si tu as le SIBO aujourd'hui, tu as obligatoirement des carences nutritionnelles. Donc aujourd'hui, c'est pas 1500 euros dont tu as besoin, si je reprends mon exemple. Tu as besoin de 1600, 1700, 1800. Tu as besoin d'un surplus. Tu as besoin d'un surplus de nutriments. Tu comprends? Ça, c'est important à comprendre. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est voir si tu combles tes besoins. D'une manière très générale, parce que c'est impossible de savoir si on comble exactement ses besoins. Par contre, on peut déjà faire 2-3 petites choses pour voir si on est à la ramasse ou si on n'en est pas trop loin. Alors, comment on va faire? Déjà, tu vas calculer ta maintenance calorique. Moi, j'utilise Calculatodo. Tu tapes Calculatodo calories. Voilà, calculatrice du taux métabolique basal. Donc moi, j'utilise ce site-là. Tu rentres ta taille, ton poids, tu rentres tout, voilà. Et là, ça va te donner ton métabolisme basal. Ça, c'est ta maintenance calorique. C'est les calories dont tu as besoin à peu près pour maintenir ton poids. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est pas une vérité générale, on est tous différents, on a tous des morphologies différentes. Donc évidemment, c'est pas un chiffre à respecter à la lettre. Ce que je veux simplement te dire, c'est que si là il y a 2300 et que toi tu es à 1700 chaque jour, ça peut pas fonctionner. Si tu as besoin de 2300 euros par mois pour vivre et que je te donne 2700, pas possible, tu vas t'endetter. Et bien pour l'énergie, c'est pareil. Il faut apporter au corps au minimum ce dont il a besoin pour maintenir son poids. Donc tu calcules ta maintenance calorique, tu peux aussi le faire sur ChatGPT, et tu vas rentrer une journée alimentaire type dans une application. Moi j'utilise Chronometer. Aujourd'hui ça se fait très facilement sur ChatGPT, tu lui donnes toutes les quantités, ce que tu manges, tu lui dis, il te calcule tout. Franchement, je t'invite vraiment à utiliser cet outil. Ou sinon MyFitnessPal, où tu utilises l'application de calcul de ton choix. Et en faisant juste ces deux choses, tu vas te rendre compte si déjà il y a un écart entre ce que tu devrais consommer et ce que tu consommes réellement. Et si plus cet écart il est grand, plus ça va être compliqué de remonter la pente. Donc ça c'est la première des choses. Rends-toi compte déjà du nombre de calories, même si une calorie c'est quelque chose de très vaste. C'est quoi? C'est des protéines, des glucides, des lipides. On va en parler tout à l'heure, mais déjà est-ce qu'au niveau de l'énergie générale, ça va ou ça va pas? Ça il faut que tu en sois conscient. Donc c'est ce que je te dis dans le troisième point. Tu vérifies si tu es à peu près d'équerre ou pas. Si, par exemple, tu dois consommer 2000 kcal et tu en consommes 1500, 2000, ça va devenir ton objectif. Et je te le dis, je te l'ai marqué là, c'est ok si tu n'y arrives pas tout de suite. Je sais que quand on a des problématiques digestives, on a des difficultés à digérer, on n'arrive pas forcément à manger suffisamment, c'est pas grave si ça ne vient pas tout de suite. Mais juste avoir déjà la prise de conscience et de savoir, ok, actuellement, je ne mange pas suffisamment pour me réparer, mais je vais essayer de m'améliorer petit à petit. Et là, déjà, on commence à se mettre dans le bon état d'esprit, sur le bon chemin. Et quatrième point, c'est le point des protéines. Alors,
Quand on a un SIBO, ça dépend des SIBO bien sûr, mais il y a certaines personnes qui vont plus du tout pouvoir consommer des fibres. Plus de fruits, plus de légumes, plus de céréales complètes, etc. Donc il y a peu de choses qui vont rester dans l'assiette. Il y a très souvent les protéines animales et les amidons, des fois les sucres simples bien préparés, bien cuits. Ça peut être du riz, enfin voilà. Généralement, ça va être assez allégé comme liste d'aliments. Donc il ne faut pas tomber dans le piège des protéines, d'accord? Les protéines, c'est un macronutriment de construction, c'est pas un macronutriment énergétique. Quand on a un SIBO, 9 fois sur 10 derrière, il y a une hypothyroïdie, 9 fois sur 10, il y a une problématique de système nerveux, et pour faire repartir une thyroïde et pour faire repartir un système nerveux, la première chose dont il a besoin, c'est de l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il faut être en low fat, ça ne veut pas dire qu'il faut être en low protéine, mais ça veut simplement dire qu'il faut suffisamment d'énergie. Et donc, il ne faut pas surconsommer des protéines, parce que la protéine, c'est un macronutriment qui va consommer de l'énergie pour être métabolisé. Donc moi, j'annonce souvent un chiffre. Voilà, je dis que si on est dans situation de SIBO, il ne faudrait pas être au-delà de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Je me mouille en disant ça. C'est un constat que je fais par mon expérience et par tout ce que j'ai pu lire et les discussions que j'ai avec d'autres thérapeutes. Ça peut évidemment pas être ton cas, mais il y a de très grandes chances qu'il faille se situer en dessous. Donc vérifie bien quand tu rentres ta journée alimentaire que tu ne sois pas au-delà de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. D'accord? L'important pour toi actuellement, c'est d'abord d'avoir de l'énergie. C'est d'avoir suffisamment de glucides, suffisamment de lipides. Et ce ratio glucides-lipides, il va dépendre d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui digèrent mieux les graisses, il y a des gens qui digèrent mieux les glucides. Quel type de glucides, quel type de lipides, on va voir ça tout à l'heure. Mais il ne faut pas tomber dans le dogme. Il faut faire ce qui fonctionne pour toi. Mais retiens ça, voilà, ne sois pas trop élevé en protéines, privilégie l'énergie à la construction pour régler ton système nerveux et pour relancer ta thyroïde. Donc point numéro 1, tu calcules ta maintenance calorique. Point numéro 2, tu rentres une journée alimentaire type que tu manges dans une application de calcul. Point numéro 3, tu vérifies si effectivement tu atteins ta maintenance calorique. Si tu ne l'atteins pas, tu sais que ça va être ton objectif dans les semaines, mois à venir. Tu vas essayer d'augmenter petit à petit tes quantités de nourriture jusqu'à atteindre ta maintenance, voire la dépasser. Je te rappelle qu'il te faudra plus de nutriments qu'il ne t'en faut pour ton rythme de croisière. Et quatrième point, ne sois pas trop élevé en protéines parce que consommer trop de protéines au détriment des glucides et lipides, ça va juste te fatiguer. Ok? Donc tous ces points-là déjà en ce qui concerne la maintenance calorique. Ensuite, on va passer au prochain point, qui est manger ce que l'on digère. Donc là, on va rentrer dans le détail de concrètement ce qu'on mange. Avant, on a vu les grandes lignes, le nombre de calories, le nombre de protéines. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Concrètement, qu'est-ce qu'on met dans l'assiette? Donc, je t'ai mis une petite phrase avant de passer à la suite. La phrase, c'est: ce n'est pas le moment de penser variété, mais efficacité. Tu as une digestion qui est faible. Là, ta priorité, c'est pas de manger l'arc-en-ciel. C'est pas de manger 30 aliments différents. Ce qui est important pour toi aujourd'hui, c'est de manger ce que tu digères et d'avoir suffisamment d'énergie. On ne va pas chercher à varier, quitte à prendre des risques, parce que chaque fois que tu prends des risques, chaque fois que tu manges quelque chose qui t'éclate la digestion, tu fais de l'inflammation, tu t'intoxiques, la bile peut potentiellement retourner dans ton sang, donc ça va t'intoxiquer. Je t'invite à voir ma vidéo qui est sortie sur la détoxification et la santé hépatique. Je parle en long, en large, en travers de ce sujet. Donc voilà, le but pour toi, c'est de manger ce que tu digères. Et on verra plus tard comment varier ton alimentation. Parce que si tu varies ton alimentation, mais que tu n'arrives pas à atteindre tes besoins caloriques, ça ira pas. Alors qu'est-ce qu'on fait pour trouver ça? Donc là, je vais te proposer, là maintenant, tu mets la vidéo sur pause et tu prends une feuille et tu prends un stylo. Je te laisse mettre maintenant la vidéo sur pause et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta feuille et tu vas faire 3 colonnes. Une colonne va s'appeler protéines, une colonne s'appelle glucides et tu vas faire une colonne de lipides. Tu peux même faire une quatrième colonne avec des légumes si tu en digères. Okay? Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lister dans chaque colonne les aliments que tu digères le mieux pour le moment. Alors je t'invite vraiment à explorer tout, tout ce qu'il est possible. Dans les protéines, tu vas tout explorer. Toutes les viandes rouges, l'agneau, le bœuf, le veau, pas le porc par contre, mets le porc de côté pour le moment, le mouton, le cheval. Explore tout, explore tous les morceaux, sauf les abats.
vraiment que la viande de muscle, les morceaux gélatineux, le jarret, la queue, enfin vraiment, explore tout ce qu'il est possible. Explore les morceaux qui passent en frais, explore également s'il y a des choses qui passent en transformé. Je te l'ai dit, ta priorité, ce n'est pas d'avoir l'alimentation la plus saine du monde. Ta priorité actuellement, c'est d'accumuler des nutriments et de l'énergie. Et je te dis une bêtise, si manger du bœuf séché chez toi, ça passe super bien, ou j'en sais rien, une terrine de temps en temps, enfin, c'est des choses que je ne conseillerais absolument pas à une personne. Mais là, actuellement, si c'est le truc qui te fait du bien, qui te permet d'engranger rapidement des calories et qui fait que ta digestion est bonne, il faut aller sur ce genre de choses. Ok? Et on verra plus tard comment varier, comment l'enlever. Donc le frais évidemment est mieux que le congelé et évidemment mieux que le transformé. Mais vraiment, laisse-toi la possibilité de tout explorer. Donc on disait viande rouge, les viandes rouges sont très importantes, notamment pour leur richesse en zinc. Va sur les viandes blanches, tu peux aller sur les poissons, plutôt maigres pour le SIBO, tu peux aller sur les produits de la mer, vraiment explore tout ce qu'il est possible d'explorer. Pour les glucides, pareil, tu vas explorer les sucres simples, donc explore tous les fruits, explore les fruits préparés sous différentes façons, sans la peau, frais, cuits, congelés, séchés, explore tout. Pour les sucres simples, il y a également les sucres naturels, comme le miel, le sirop d'érable, l'eau de coco. Ensuite, il y a la famille des amidons, tous les tubercules, les céréales anciennes, non raffinées, fermentées. Tu peux les consommer sous forme de pain, sous forme de farine, sous forme de graines. Donc là, pareil, il y a plein de choses à explorer. Le riz, le petit épeautre, le manioc, l'igname, le sarrasin, enfin, il y a plein de choses à explorer. Pareil pour les lipides. Explore tous les types de lipides, même si d'expérience, je te le dis, ce qui passe le mieux, je trouve, c'est l'huile de coco. L'huile de coco tout simplement car c'est une huile qui n'a pas besoin ou quasiment pas besoin de bile pour être digérée. Et dans la colonne des légumes, pareil. S'il y a des choses qui passent bien, voilà, n'hésite pas à les mettre. Donc normalement, si tu fais correctement le travail, tu vas minimum trouver 5 aliments par colonne. À part pour les lipides, ou peut-être il n'y en aura qu'un ou deux, mais protéines et glucides, tu devrais trouver quand même un minimum de 5 aliments. Parmi tous ces aliments, il faut bien te dire une chose, on ne cherche pas les aliments qui évitent complètement les symptômes. D'accord? Il y a des situations de problématiques digestives où on ne peut tout simplement pas éviter tous les symptômes. Le zéro symptôme, on n'y arrivera peut-être pas. D'accord? Mais ce qui est important de consommer là, à l'instant, c'est tous les aliments que tu digères le mieux pour que justement tu retrouves une stabilité, que tu rentres dans ce cercle vertueux. Et plus tard, il faudra diversifier. Mais là, tout de suite, il faut vraiment te concentrer sur ces aliments. Et donc on arrive au quatrième point qui est que maintenant, ce que je propose généralement, c'est de se concentrer sur tous ces aliments les 30 premiers jours. Alors pourquoi 30 jours? Avec le bon protocole de soutien digestif, avec les bonnes plantes, avec les pratiques de rythme circadien, avec la bonne alimentation, on arrive à relancer la digestion. Parce que pendant 30 jours, on a été carré et on a tout simplement consommé ce qu'on digérait le mieux, avec évidemment d'autres béquilles à côté. Et passé ces 30 jours, à partir du moment donné où ça va mieux, on a retrouvé de l'acidité, on a retrouvé une bonne sécrétion enzymatique, etc., on peut commencer petit à petit à intégrer de plus en plus d'autres aliments. Bon après, j'ai mis 30 jours, c'est comme ça que ça se passe en moyenne, mais tous les cas sont différents. Cette durée va dépendre de votre âge, de votre niveau de toxicité, ça va dépendre du temps pendant lequel vous avez traîné ces troubles digestifs. Évidemment, plus le temps est long, plus le temps de réparation va être long aussi. Donc voilà, j'ai dit 30 jours parce qu'il fallait bien donner un chiffre, mais ça peut être variable. Chez certains, ça va être plus rapide et chez d'autres, ça va prendre plus de temps. Donc avant de terminer, avant de terminer cette partie, je te rappelle que là, l'objectif, c'est d'accumuler des nutriments. Alors oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas drôle de tourner entre quelques sources de glucides, quelques protéines animales, mais on n'a pas le choix parfois. Et c'est pas parce qu'on mange restreint qu'on va pas avoir suffisamment de nutriments. Je veux dire, nos arrière-grands-parents mangeaient la même chose toute la semaine, la même chose toute l'année. Bon, je dis la même chose, c'est pas tout à fait vrai, mais le nombre d'aliments qu'ils mangeaient était extrêmement limité. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin au niveau des nutriments. On n'a pas besoin de manger 10 animaux différents, 15 sources de glucides, 10 sources de lipides pour avoir tous les nutriments dont on a besoin. C'est pas vrai.
La variété, c'est un luxe que nous pouvons nous offrir parce que voilà, nous avons des magasins, nous pouvons avoir accès à tout, et c'est ok. Mais pour se sortir du SIBO, on n'a pas besoin de manger 150 aliments différents. Il faut trouver ce qui fonctionne pour nous, il faut être strict pendant un certain temps, il faut avoir le bon protocole à côté qui permet de rentrer dans ce cercle vertueux, et puis après, petit à petit, on va pouvoir diversifier. Ok? Donc ce que tu dois retenir de cette partie, c'est que l'objectif, c'est d'accumuler des nutriments et il faut que tu te concentres sur les aliments que tu digères. On passe au prochain point. Alors, maintenant que tu sais le nombre de calories que tu dois atteindre, maintenant que tu sais le nombre de protéines que tu ne dois pas dépasser, maintenant que tu sais les aliments que tu vas manger, on va voir le comportement au niveau du repas à adopter pour qu'il y ait une optimisation de la digestion. Alors, deux points importants ici. Le premier, c'est de simplifier au maximum ces repas. Plus tu as des problèmes digestifs, plus tu veux mettre de chance de ton côté, plus il faut simplifier ton repas. Et la simplification extrême d'un repas, c'est quoi? C'est une source de protéines, de la viande par exemple, du poisson, une source de glucides, une source de lipides et une source de légumes. Lipides et légumes, je l'ai mis entre parenthèses pour une raison simple, c'est que chez certaines personnes, les légumes vont pas passer du tout. Et c'est pas grave, pendant un certain temps, bah, on peut les enlever. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a énormément de personnes qui ont le SIBO, qui ont l'intestin irritable, qui ont des troubles digestifs, qui se rendent compte que ce mythe comme quoi il faudrait manger 30-40 grammes de fibres par jour pour être en bonne santé ne tient tout simplement pas la route. Et ça ne tient pas la route parce que c'est faux en soi, mais c'est faux d'une manière absolue. Chaque situation est différente. Quand vous avez des problèmes digestifs, eh ben à un certain moment donné, il faut couper les fibres. Et les gens s'en rendent compte. Et les gens s'en rendent compte très rapidement. Ils disent oh, j'ai enlevé tous les fibres, waouh, j'ai un super confort digestif. Oui, là tout de suite tu as un confort digestif, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut que tu fasses toute ta vie. Là maintenant c'est la solution, parce que ton corps il n'est pas capable de processer ces fibres, mais une fois que tu en sors, tu vas pouvoir en remettre, pas de souci. Mais chez certaines personnes, voilà, ça passera pas du tout, c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Et j'ai mis également les lipides entre parenthèses, puisque des personnes qui peuvent avoir des grosses problématiques au niveau du foie, des gros engorgements, des cholestases, et ça j'ai fait une vidéo complète, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vraiment, je te recommande d'aller voir ma vidéo sur le foie, parce que vraiment je délivre un maximum d'informations. Pour certaines personnes, même l'ajout de graisses extérieures, comme du beurre, de l'huile d'olive. Bon, l'huile d'olive, ça passe généralement chez beaucoup de monde, ou du ghee, ou du gras de bœuf, ou de la crème, tout simplement, ça passera pas, parce que le foie, il est déjà surchargé. Donc, un repas simplifié au maximum, plus on veut mettre de chance de son côté, plus on simplifie. Alors ouais, c'est pas drôle, ouais, ça va à l'encontre de notre culture, qui est de mettre plein d'aliments dans l'assiette, mais on s'en fiche. Ce qui compte là, c'est de faire ce qui fonctionne. Et donc, plus le repas sera simple, plus le programme de digestion sera simple également. Deuxième conseil, c'est de mâcher 20 fois chaque bouchée. Bon, j'ai mis 20 fois, c'est le chiffre qu'on donne, mais en réalité, la citation qu'il y a derrière, c'est il faut manger ses liquides et boire ses solides. L'idée, c'est que plus on va mâcher, déjà plus on va sécréter l'amylase salivaire, donc plus la digestion des aminos va être simple. Et plus le travail pour l'estomac va être facile. Plus le travail pour l'estomac est facile, plus le travail pour les intestins va être facile. Plus le travail pour les intestins est facile, plus le travail pour le côlon va être facile, etc. etc. Tu m'as compris. C'est facile à faire. Rappelle-toi ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est facile à faire. Mais il faut le faire. On se met un petit mémo sur notre cuisine pour pas oublier. Et on le fait pendant 30 jours. Et on fait tous les autres points ensemble. Et en mettant toutes ces petites choses bout à bout, c'est là où on va avoir des résultats. Une autre chose qu'on aurait pu rajouter ici, c'est éviter de boire pendant les repas. Ça dilue l'acidité gastrique de l'estomac et ça peut perturber la digestion. Un autre point encore très important qu'on pourrait rajouter ici, qui touche beaucoup plus ma génération, c'est le fait de manger devant un écran. Je sais que quand on est seul, c'est extrêmement tentant. Je l'ai moi-même fait pendant des années. On est tout seul le midi. On a envie de se regarder une petite vidéo YouTube, même quelque chose d'instructif. On se met une vidéo et on mange. Eh bien ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Et comme on ne voit pas le dommage que ça nous procure immédiatement, on a l'impression que c'est OK. Donc à la limite, si on est tout seul, qu'on veut absolument avoir une distraction, se mettre un podcast, mais ne pas regarder avec les yeux l'écran. Ça, c'est super important. Et évidemment, le mieux, c'est de manger dans le calme, sans
stimulation auditive et sans stimulation visuelle. Et le top du top, et alors là on est tout en haut, c'est de réussir à manger dehors. Alors là vraiment c'est le top du top. Si on mange dehors, sans regarder son portable, avec des amis on discute, on prend du bon temps, alors là c'est la fête. Voilà pour les conseils pour simplifier la digestion. Et maintenant, on va arriver sur le point de la fréquence alimentaire. Alors, je vais juste donner une petite remarque. Toutes les personnes que j'ai reçues pour un SIBO ou pour des problématiques digestives, ballonnement, intestin irritable, hypochlorhydrie, douleur, constipation. Allez, je ne vais pas dire toutes les personnes, mais la quasi-totalité des personnes étaient en hypocalorie. On regarde leur maintenance calorique, on regarde ce qu'ils mangent, ils sont en dessous. Systématiquement. Donc une des astuces pour arriver à manger plus sans perturber sa digestion, parce que on se rappelle, on est au courant que on a une digestion qui affaiblit. Donc la clé ici, c'est d'augmenter sa fréquence alimentaire. Regarde, tu as peu d'acidité gastrique, tu as peu de réserve enzymatique, tu as une petite capacité d'assimilation au niveau de la barrière intestinale. Donc pourquoi est-ce que tu aurais envie de faire 2 repas énormes? Il y a un truc comme ça qui va arriver dans ton estomac il va galérer pour sécréter de l'acide, il y a plein de choses qui ne vont pas être digérées, et il y a plein de choses que tu ne vas pas assimiler. Alors que si tu fais 3, 4, 5, c'est ce que je te dis ici, c'est le point numéro 2, hein. Je commence par le numéro 2, tu vois, on est sur du freestyle, c'est pas du script que je lis. Donc si tu fais, au lieu de faire 2 énormes tas de nourriture comme ça, tu fais plutôt 3, 4, 5 petits tas comme ça de nourriture, chaque fois que tu vas apporter un petit tas de nourriture comme ça à ton estomac, là, il va souffler, ouais, ça j'arrive à gérer au niveau de l'acidité. Et ça, tu vas le digérer. Donc plutôt partir sur 3, 4, même 6 prises alimentaires pour déjà mieux digérer. Ensuite, ça va soutenir le métabolisme, parce que chaque fois que tu manges, tu ingères des nutriments qui te servent à te réparer. Il y a encore des gens, dans le milieu de la naturopathie, qui pensent que manger, c'est un épuisement. Que quand on mange, toute l'énergie nerveuse va dans la digestion, que ça nous fatigue et tout. Et à un moment donné, il faut bien se dire une chose, c'est que un repas t'apporte toujours plus d'énergie que ça ne te coûte de le digérer. Sinon, on serait tous morts. Vraiment avoir cet état d'esprit de se dire que quand je mange, je me répare. Et on va même aller plus loin. Quand je mange et que je respecte ma capacité digestive, je me répare. Et c'est en ça où ce point est important. Parce que je mange un gros tas de nourriture comme ça 2 fois par jour, j'arrive pas à le digérer, là je me répare pas. Là je crée de l'inflammation, j'arrive pas à tout à digérer et ça va pas le faire. Par contre, si je fais 3, 4, 5 petits repas que je digère bien, correctement, qui me donnent peu de résidus, là je suis en train de me réparer. J'espère que tu comprends la nuance. Donc ça va soutenir le métabolisme. Et en plus, ça va nous permettre d'augmenter nos apports totaux sur la journée. Parce qu'il est plus facile de manger 2000-2500 kilocalories en 4 repas plutôt qu'en 2. C'est évident. Et le premier point dont je n'ai pas encore parlé, c'est un corollaire direct de ce qu'on vient de voir, c'est éviter le jeûne intermittent. Éviter le jeûne intermittent. Là aussi, point très important. Je sais que chaque fois que tu manges, tu as des troubles digestifs, tu ne te sens pas bien, donc c'est évident que quand tu ne manges pas, tu as l'impression de te sentir mieux. Mais tu te sens mieux pas parce que tu es en train de te réparer, tu te sens mieux parce que tu n'es tout simplement pas en train d'utiliser tes organes digestifs. C'est une nuance. Et le matin, quand on commence sa journée sur les hormones de stress, quand on commence la journée le matin en puisant dans ses réserves, on n'est pas en train de se réparer. On est en train de puiser dans ses réserves. Je vais te donner une analogie pour comprendre ça. Imagine que sur ton compte en banque, tu as 0 euros. Tu as 0 réserve. Tu as 2 choix. Ton patron, il te donne 2 choix. Soit tu es payé à la fin du mois, le 30, soit tu es payé chaque jour un petit peu. Qu'est-ce que tu vas choisir? Tu as 0 sur ton compte en réserve. Et tu vas évidemment choisir d'être payé un petit peu chaque jour. Pour que chaque jour tu puisses aller faire tes courses, pour que tu puisses payer ton assurance, pour que tu puisses payer ton loyer, etc. Si tu attends le 30 d'avoir ton salaire, eh bien les 30 premiers jours, qu'est-ce qui se passe? Tu t'endettes. C'est exactement le même principe avec le SIBO. Je te l'ai dit au début, le SIBO, 9 fois sur 10 derrière, il y a une hypothyroïdie, il y a de la fatigue, il y a de la frilosité, il y a de la constipation, il y a de la perte de cheveux, il y a de la peau sèche, il y a de l'anxiété,
Il y a toutes ces choses-là. Ce sont toutes des causes qui sont liées. Et quand on a une hypothyroïdie, on ne sort pas d'une hypothyroïdie en jeûnant. La thyroïde, elle a besoin de nutriments pour se sentir en sécurité. Elle reçoit des nutriments, se dit je vais pouvoir relancer la machine, je vais pouvoir relancer des fonctions. Si tu lui donnes rien, elle va ralentir la cadence. Donc, évitez le jeûne intermittent, évitez les jeûnes longs surtout, même si on n'a pas faim le matin. Alors, c'est là où il y a la nuance qu'il faut bien comprendre. Il ne faut pas se gaver. Si on n'a pas faim, qu'on a une digestion fragile, l'idée c'est de jamais aller au-delà de sa capacité digestive. Mais de comprendre que c'est mieux de démarrer la journée avec un petit truc dans le ventre, plutôt que de démarrer la journée avec rien du tout. Et ce petit truc que tu vas bien digérer, qui va bien passer, si tu as correctement fait le travail avec les 3 colonnes qu'on a fait tout à l'heure, je suis certain que tu vas pouvoir trouver quelque chose. Et même si on n'a pas faim le matin, mettre un petit quelque chose, c'est facile. C'est facile. L'idée, c'est pas de se faire un énorme plat, mais c'est juste de commencer la journée en donnant à son corps des nutriments, parce que c'est comme ça qu'il se répare. Voilà pour la fréquence alimentaire. Maintenant, il y a ce que j'appelle les petits coups de pouce digestifs. On n'est pas sur un plan de complémentation, mais ce sont des petites choses qui peuvent aider. Le premier point, c'est le vinaigre de cidre non pasteurisé. Soit sur les crudités si tu les digères, soit un petit verre tout simplement, dilué dans de l'eau, 5 minutes avant le repas, pour préparer l'estomac à digérer correctement la nourriture. Alors je te dis tout de suite, ce n'est pas une pilule magique. C'est une petite aide, on ne déplace pas des montagnes avec ça, mais ça peut être utile. Il faut savoir également que ça ne fonctionnera pas chez tout le monde. Ce n'est aussi pas une pratique à faire perdurer dans le temps. Le vinaigre de cidre, c'est un composé hyper acide. Si on en fait tout le temps en trop grande quantité, ça peut déminéraliser. Deuxième point, que j'utilise personnellement beaucoup plus, c'est le jus de céleri branche fait à l'extracteur. Très intéressant le céleri branche, surtout pour tout ce qui est digestion haute de l'estomac, on fait des miracles avec le jus de céleri branche. Parce qu'il contient tout simplement des nutriments qui vont être très importants pour l'acidité gastrique, et notamment le sodium, potassium. Le jus de céleri branche a un super ratio sodium-potassium. Ça se fait en aigu au début pour renforcer la digestion, et puis après petit à petit, voilà, le but c'est pas de faire des jus de légumes toute sa vie, mais c'est un outil qui peut être très très utile au début pour lancer cette inertie. Quelques règles simples à respecter pour le jus de céleri branche: il faut qu'il soit fait à l'extracteur, il faut qu'il soit bu minimum 1 heure avant ou après un repas, on ne met jamais les feuilles et il faut qu'il soit bio. Voilà pour les 2 petits coups de pouce digestifs. Et maintenant, on va terminer cette vidéo avec une remarque que j'aimerais faire. C'est que là, au niveau de l'alimentation, tout ce que je viens de te présenter, il faut bien avoir conscience que ce n'est qu'une partie du puzzle. C'est quoi le puzzle entier? Le puzzle pour sortir du SIBO, et d'ailleurs pour sortir de n'importe quel trouble digestif, c'est toujours le même. On a l'alimentation d'un côté, qui est véritablement ce qui va permettre au corps de se réparer. C'est les nutriments de l'alimentation qui servent au corps à réparer l'estomac, la muqueuse intestinale, le microbiote, le foie, etc. Donc l'alimentation, il faut qu'elle soit, on l'a vu, au début hyper digeste, suffisamment dense en nutriments pour que le corps ait assez. Et au fur et à mesure du temps, l'alimentation évolue, et au fur et à mesure qu'on va avoir une digestion de plus en plus optimale, on va pouvoir varier cette alimentation. Mais au début, il faut rester sur ce qu'on digère et il faut réussir à manger suffisamment. Deuxième pièce du puzzle, le soutien digestif. Je t'ai donné déjà des éléments avec le petit coup de pouce digestif et la simplification des repas, mais certaines personnes ont besoin d'un protocole de plantes, de compléments qui soutiennent la digestion pendant 1 mois, 2 mois, certains ça va être plus dans les cas les plus importants. C'est important de comprendre ça parce que là en fait ce qui se passe c'est que tu as le pied cassé. Tu as le pied cassé et tu as un plâtre, ok? Et le problème c'est que je ne sais pas quelle est la gravité de la fracture de ton pied. Si ton pied est très cassé et que peut-être il te faut 3 mois pour guérir, si je te donne pas de béquille, qu'est-ce qui va se passer?
bah, tu dois bien continuer à vivre. Tu dois aller au travail, tu vas marcher, etc. Donc tu vas poser ton pied régulièrement par terre. Qu'est-ce que tu crois que ça va avoir comme conséquence sur ton pied? Ben, il ne va pas guérir en fait. Il va mettre beaucoup plus de temps à guérir. Alors que si je te donne des béquilles, pendant 1 mois, 2 mois, là ton pied il va guérir. Il va être isolé des chocs avec le sol et il va être dans les meilleures conditions pour pouvoir guérir. Les protocoles de complémentation de soutien digestif, c'est exactement le même rôle que les béquilles. C'est pas quelque chose qui répare, c'est pas quelque chose qui guérit, c'est quelque chose qui soutient la digestion le temps qu'on arrive à accumuler suffisamment de nutriments pour que le corps reproduise par lui-même suffisamment d'acidité, suffisamment d'enzymes, etc. Donc pour certaines personnes, le soutien digestif est capital. Et il faut les bons compléments, il faut le bon dosage, il faut la bonne durée. Et il faut la bonne descente derrière. Tout ça, c'est ce qu'on fait en consultation, par exemple. Les compléments que j'utilise, j'en ai parlé dans toutes les autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne sur la digestion. J'ai fait une grosse vidéo de 1 heure où je parle des compléments que j'utilise. Tu peux aller la voir pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Troisième point qui peut être important, alors je vais le mettre en parenthèse parce qu'il n'est pas toujours indispensable, c'est ce que j'appelle le nettoyage. Certaines personnes donc, qui ont le SIBO ont un développement de bactéries, un surdéveloppement de bactéries. Des fois, il est utile, pertinent, voire indispensable de balancer une petite combinaison de plantes antimicrobiennes à spectre large qui permettent pendant un temps court, je dis bien temps court, de faire baisser cette population bactérienne le temps que le corps souffle et puisse retrouver un équilibre. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un puzzle? Car toutes ces choses-là doivent être faites en même temps. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la digestion. Qu'est-ce qui se passe si vous faites le nettoyage tout seul? Qu'est-ce qui se passe si on prend de l'extrait de pépins de pamplemousse, de l'ail, de l'origan, mais qu'on ne met pas la bonne alimentation à côté, mais qu'on ne met pas le bon soutien digestif à côté? Il se passe quoi? Bah, les bactéries réduisent. Comme on n'a rien changé au reste, dès qu'on arrête le protocole, les bactéries elles reviennent et on a tous nos symptômes qui reviennent. Et ça, je le vois très régulièrement quand je discute avec les gens. Ah oui, mais j'ai déjà essayé l'origan, j'ai déjà essayé. Ouais, ça allait mieux, mais quand j'ai arrêté, bon, il n'y a rien qu'à changer. C'est exactement ça, ce dont on parle maintenant. Il faut mettre toutes les pièces du puzzle ensemble au bon moment. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, cette étape de nettoyage, elle n'est pas toujours indispensable chez tout le monde. Mais chez certaines personnes, on ne peut pas faire autrement. Quatrième pièce du puzzle, c'est tout ce qui est détoxification. Une personne qui a un SIBO est de toute façon une personne qui a une problématique digestive. 9 fois sur 10, on a un foie qui ne fonctionne pas bien. On a une bile qui ne circule pas bien. Et quand on a la bile qui ne circule pas bien, on a une intoxication. On s'auto-intoxique. C'est comme si on ne sortait pas les poubelles de sa maison. Donc il y a des techniques de détoxification à utiliser. Donc il y a une alimentation. Donc il y a parfois même des plantes, des compléments qui peuvent être utilisés pour soutenir le foie dans son travail de désengorgement et de détoxification. Cinquième pièce du puzzle, système nerveux. Si on vit dans un environnement stressé, ça va être très compliqué de remonter la pente parce que le stress, c'est avant tout quelque chose qui nous fait perdre des nutriments. Quand on est stressé, on a des fuites de magnésium, on a des fuites de neurotransmetteurs, on a des productions d'hormones, notamment d'hormones de stress, qui sont élevées. Et pour produire toutes ces choses-là, il nous faut quoi? Bingo, des nutriments. Et ces nutriments-là, ils ne vont pas être utilisés pour quoi? Pour les organes digestifs. Donc plus on est... En fait, le stress n'est pas un problème en soi, mais le stress, c'est quelque chose qui te vole des nutriments. Et plus ça te vole des nutriments, moins tu auras de nutriments pour d'autres choses, et notamment pour bien faire fonctionner ta digestion. Donc il est primordial de se mettre dans un environnement qui est prompt à la guérison. Là, on peut faire plein de choses. Il y a des exercices de relaxation, il y a la somatic experience, il y a l'hypnose, il y a les automassages de la lymphe. On peut vraiment faire plein de choses à ce niveau-là. Mais la règle principale, c'est de se mettre dans un environnement où on peut guérir, tout simplement. Des fois, ça suffit, mais c'est une pièce qui n'est pas à négliger. Si on est dans un environnement complètement toxique, qu'on vit dans une coloc avec des gens qui font de la musique jusqu'à 5 heures du matin, on ne peut pas dormir, ouais, là, ça va être compliqué. C'est un exemple extrême, hein, mais c'est juste pour faire comprendre. Et dernière pièce du puzzle, extrêmement sous-cotée, c'est le rythme circadien. Nous sommes des êtres faits pour vivre au soleil et nous sommes faits pour passer du temps dehors.
la lumière du soleil, c'est pas que de la vitamine D, ça a des tonnes, une infinie de bienfaits, même en hiver. Et donc, il est important de respecter son rythme circadien, de s'exposer régulièrement à la lumière du soleil, de sortir dans la nature, de se protéger des lumières bleues le soir. C'est extrêmement important parce qu'on a une horloge interne à l'intérieur de nous. Cette horloge, elle dicte absolument tout et elle dicte également la détoxification et le bon fonctionnement des organes digestifs. Donc on a en tout 6 pièces de puzzle: alimentation, soutien digestif, nettoyage, détoxification, système nerveux, rythme circadien. Et c'est toutes ces choses mises ensemble qui font qu'on va y arriver. Et très souvent, ce que je me rends compte, c'est que les gens souvent testent un seul des aspects. Ils vont tester, ils vont tester la bétaïne, mais ils vont pas avoir une alimentation hyper digeste à côté. Ils vont tester un petit peu d'origan. Ils vont faire une cure de foie par-ci par-là. Ils vont tester la méditation. Mais c'est que des choses isolées, mais prises ensemble, c'est là où on a le résultat. Et donc ça, c'est le travail du naturopathe, c'est d'arriver déjà à voir qu'est-ce qui est déjà en place et qu'est-ce qu'il faut mettre ensemble. Je pense que là, on a vraiment quelque chose de synthétique et de juste. Si tu es resté jusque-là, déjà félicitations. Donc maintenant, j'ai quelque chose à te partager. Si tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo résonne en toi, si tu penses que je suis la bonne personne pour t'aider et surtout, si tu veux retrouver cette liberté de pouvoir manger, de faire des écarts et d'être libéré de tous ces troubles digestifs et que tu sens que tu as besoin d'un vrai accompagnement sur le long terme, eh bien réserve un appel découverte avec moi. En une trentaine de minutes, on va analyser ta situation, je vais te donner des éléments et je t'expliquerai comment ça fonctionne si tu veux travailler avec moi. Le lien pour les appels sera le premier dans la description. Le deuxième lien sera le lien vers la dernière vidéo sur le SIBO de 1 heure que j'ai faite. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire et à me dire également le prochain sujet que tu aimerais que je traite. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout et je te dis à bientôt sur Vitali TV. Allez, ciao!